bonjour la Paris Game Week. Je m'appelle Laura Blumos et je suis coordinatrice de l'association Respect Zone. Et aujourd'hui, on va échanger avec Philippe Cohen, qui est le président de l'association Respect Zone, Itsip, qui est créateur de contenu. Bonjour. et Shota, qui est agent. Enchanté. Enchanté. Merci d'être là aujourd'hui. On avait envie d'échanger aujourd'hui sur comment on pouvait bâtir des espaces de respect en ligne et sans se faire détruire, notamment quand on va créer du contenu ou quand on peut poster des choses de soi, que ce soit très connu ou non. Et ben merci d'être là aujourd'hui et je vous propose qu'on commence par toi, Sip, si tu veux, un peu sur ton parcours, si tu veux nous dire un petit mot sur ta communauté, sur un peu l'âge, si tu connais un peu l'âge de tes followers, où est-ce que tu vas, où est-ce que tu crées, comment tu crées, et les valeurs qui te portent. Avec plaisir, avec plaisir. Mon parcours de créateur de contenu a commencé il y a longtemps, en 2019-2020, juste pendant le Covid, c'est ça. Pendant le début du Covid, ça a commencé aux États-Unis. J'étais dans ma chambre, vraiment au hasard complètement. J'ai fait une vidéo un soir et puis après, je me suis levé le matin et j'avais plein de notifications sur mon téléphone. Donc ça m'a pris un peu par surprise. J'étais pas du tout habitué à ça. D'habitude, je suis quand même quelqu'un d'assez shy, timide, comme on peut le dire. Mais là, ça m'a réveillé un peu et j'ai continué avec ça. Je me suis dit, ok, c'est une chance que je prends parce que c'était le Covid, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Du coup, je me suis dit, bon, bah, continuons à poster des vidéos et avec beaucoup de chance, ça a marché. Une vidéo et le buzz alors. Une vidéo et le buzz, c'est ça. Ok. Ça. Et puis après, j'ai enchaîné et ça a continué et du coup, je me suis dit, bah, contente. Alors, ma communauté, en termes d'âge, c'est de 18 à 25 à peu près. Et c'est beaucoup de gens aux États-Unis et en Algérie. Récemment en Algérie, au début, c'était énormément d'Américains parce que bah, je suis un Américain de base. Mais mon contenu était basé sur que je suis multiculturel, franco-américain, etc. Donc les gens ont vraiment aimé aux États-Unis parce qu'ils adorent les Français. Et puis après, je suis allé un peu me renseigner sur mes origines algériennes. Et du coup, récemment, j'ai fait beaucoup de contenu sur l'Algérie pour mettre en force le pays, les business et les Algériens, la diaspora autour du monde. Donc maintenant, j'ai pas mal de gens algériens sur mon compte, ce qui me fait très plaisir. Bah écoute, c'est une belle success story avec cet aspect multiculturel qui parle à Respect Zone parce que c'est vrai que nous on a cette idée de travailler sur un aspect plus universaliste et on a la chance de pouvoir être en Belgique, aux États-Unis. Philippe, tu pourras nous en dire un petit mot. Est-ce que aux Pays-Bas aussi, voilà. On essaye en tout cas de rayonner. Est-ce qu'en tant que créateur de contenu, comment est-ce que tu vis ta relation avec ta communauté au quotidien? Alors, j'essaie de faire mon plus possible pour justement me rapprocher de ma communauté, de pouvoir leur faire comprendre que je ne suis pas quelqu'un juste sur leur écran, et que je suis quelqu'un comme eux, qui a des émotions, qui a une famille, qui a des amis, etc. Et que j'ai pas envie de créer une énorme distance entre moi et ma communauté. En fait, j'aimerais être accessible, j'aimerais pouvoir répondre à autant de commentaires possible, j'aimerais pouvoir répondre à leurs messages directs, messages sur Insta, sur YouTube, etc. Du coup, j'essaye d'être vraiment présent et de ne pas créer une énorme distance entre moi et ma communauté, comme ça ils peuvent se sentir plus à l'aise avec moi. Ok, comment tu fais ça? T'es tout seul aujourd'hui pour gérer les réponses, en tout cas? Oui, j'ai eu plusieurs phases dans ma carrière de créateur de contenu avec une équipe derrière moi, avec un agent derrière moi, avec juste moi-même. Mais maintenant, j'ai fait un reset, on va dire, et maintenant je suis tout seul. Et c'est moi qui gère tout seul parce que j'aimerais être leurs amis. Et les amis, il n'y a pas de messagers ou de gens qui sont en train de transmettre les messages, etc. C'est directement à l'autre personne. Donc oui, je suis tout seul. C'est moi qui gère tout. Ok. Et c'est pas trop dur émotionnellement de gérer tout ça parfois? Est-ce qu'il y a des témoignages qui peuvent arriver sur si tu essaies d'être au contact comme ça? Est-ce que tu sais, il peut y avoir des choses personnelles qui arrivent En effet, il y a différentes situations. Bien sûr, il y a des situations super sympas qui me font énormément plaisir quand j'arrive à répondre à des messages positifs sur mes réseaux sociaux, quand il y a des gens qui me disent que je suis leur créateur de contenu préféré ou qui attendent mes vidéos avec impatience, etc. Ça me fait énormément plaisir et bien sûr, c'est pour ça que je le fais, parce que ça me rend heureux. Mais bien sûr, il y a des moments plus ou moins sympas où ça vient me critiquer, où ça dit pourquoi tu fais ça, j'aimais ton contenu d'avant mieux.
et ils veulent pas comprendre qu'il y a du changement ou que moi parfois il y a des choses qui me plaisent plus que je faisais avant, etc. Et je le prends jamais mal parce que si les gens viennent me voir, c'est parce que ça les tracasse eux-mêmes et le feedback c'est toujours quelque chose de positif. Donc je pense que quand tu as un ami, etc., qui te dit quelque chose, ça peut être potentiellement for the better pour que toi-même ça te plante une idée dans ta tête et que tu y réfléchisses. Donc je prends jamais mal personnellement, etc. C'est plutôt du feedback et puis après en fonction de ce que je pense, etc. Ok. Du coup, t'as jamais été exposé à des formes de harcèlement ou de violence en ligne? Bah si, bien sûr, donc ça c'est complètement différent, ça je pense pas que ce soit des abonnés ou des gens qui veulent de mon mieux qui le font, mais dans des situations comme ça, j'essaye de vraiment ignorer les commentaires méchants, etc. Ou de leur répondre de façon très positive, compréhensible. Je suis pas là pour venir faire la guerre ou clasher les gens en ligne, je suis là pour avoir une conversation. Donc si jamais j'ai des harcèlements ou threats, etc., je prends pas, jamais personnellement et j'essaye soit d'ignorer ou soit de créer une conversation pour comprendre d'où la personne vient. Ok. D'abord, c'est très intéressant. Merci pour ce témoignage parce que tout le monde n'est pas capable de pouvoir émotionnellement confronter des commentaires qui sont négatifs parce qu'un follower n'est pas toujours un ami. Donc j'aime bien l'approche très américaine. Any feedback is great, etc. Mais on peut avoir aussi des commentaires qui peuvent être offensants, qui peuvent faire très mal. Et puis, à un moment donné, il y a une massification. Aujourd'hui, vous avez 545 000 followers, c'est énorme, ça va sûrement monter. À un moment donné, on va passer au million, peut-être à 2 millions, etc. Et en termes de masse, une modération, ça peut être compliqué. Donc, ce qui est très intéressant dans votre approche, c'est la capacité à la désescalade. Alors, est-ce que vous avez des exemples en tête d'avoir réussi à calmer le jeu pour faire du respect sur votre espace numérique? Et après, on passera la parole à Louis-Guillaume Chetard. Oui, j'ai un exemple. Justement, récemment, je faisais un contenu spécifique sur ma chaîne YouTube qui était très populaire. Ceux qui connaissent, c'est de la SMR. Mais récemment, j'ai eu un changement de cœur et que moi, je suis quelqu'un qui consomme de la SMR mais qui ne veut pas nécessairement en faire. Et comme j'avais déjà créé une énorme communauté autour de ce type de contenu, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés ou felt some kind of way parce que j'avais changé mon contenu et j'ai reçu énormément de commentaires qui me disaient reviens à ton contenu d'avant, on aimait ça, on n'aime pas ce que tu fais maintenant du tout. Genre, tu as seulement changé ça pour avoir des abonnés initialement, puis après tu changes sur nous, t'as pas honte, etc. Et en effet, ça it took a toll on me parce que je recevais énormément des mêmes commentaires, etc. Mais j'arrive à voir d'où ils viennent et je peux comprendre qu'ils sont disappointed, etc. Et surtout quand c'est beaucoup de commentaires qui racontent la même chose. Mais once again, je le prends vraiment comme du feedback et j'essaye de trouver un juste milieu entre moi et les commentaires ou ce que j'ai envie de faire moi et les commentaires parce que je crée du contenu pour moi, oui, mais aussi pour les gens qui me regardent. Donc je leur dois un peu de find a middle half point so that I can meet them in the middle. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Non, c'est vraiment très clair. Donc ça veut dire que ce sont des commentaires qui sont faits pour critiquer une ligne éditoriale en disant c'était mieux avant, ils sont plutôt conservateurs, ils estiment peut-être que vous étiez là pour faire du clic ou je ne sais quoi. Ça va encore. Quelqu'un demain, pas aujourd'hui, envoie un message de pure injure, insulte. Est-ce que vous l'ignorez? Est-ce que vous essayez d'engager une conversation? Ou est-ce que votre souffrance est telle que vous préférez le confier à quelqu'un d'autre? Alors, il y a plusieurs réponses. Première réponse, c'est les plateformes comme Instagram et YouTube, etc. Ils font énormément d'efforts justement pour pouvoir filtrer les commentaires haineux, etc. Et j'ai eu la chance de travailler avec Instagram justement sur ce point-ci où ils filtrent des mots-clés, etc. Et par contre, bien sûr, il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Et donc si c'est vraiment haineux et que c'est juste pour venir me faire du mal émotionnellement ou m'appeler des noms, etc., ça je préfère ignorer. Et si c'est des gens qui prennent le temps de m'écrire une phrase, qui disent leur émotion mais qui ne viennent pas m'attaquer personnellement en m'appelant des noms, etc., là je peux avoir une conversation avec eux et je peux continuer le discours. Donc il y a vraiment des niveaux. Est-ce que
parce qu'on sait que les violences en ligne, elles peuvent avoir aussi des impacts physiquement. Est-ce que, ou en tout cas, passer de la violence en ligne à la violence ou de l'atteinte physique, est-ce que toi, tu as pu être confronté à ça ou tu connais des gens qui ont pu l'être? Ou à un moment, c'est passé de l'autre côté de l'écran? Sur les réseaux, oui, il y a beaucoup de l'attaque physique et ça m'a personnellement affecté à un moment dans ma carrière et j'ai pris énormément de temps pour un peu retrouver la confiance en moi. Du coup, il y avait des moments où je me sentais moins bien moi-même personnellement, etc. Mais c'est vraiment un travail sur soi et je pense que il faut avoir un bon support group, avoir des gens autour de toi qui disent que you're special, that you're okay, que I don't know, have people to talk to, parler à des gens, mais en effet, c'est très possible que ça passe derrière l'écran et justement, il faut avoir des gens en personne, en vrai, pour justement aider à contrer ça. Parce que si tu es tout seul, dans des moments comme ça, c'est très difficile. Ok, ben merci. C'est à vous. Chota. Oui, Guillaume. Ben merci d'être là, encore aujourd'hui. Toi, en tant qu'agent, quel est ton rôle? Comment est-ce que tu l'expliques? Comment est-ce que tu accompagnes les créateurs et créatrices de contenu qui bossent avec toi? Alors au quotidien avec les créateurs, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une safe zone, donc qu'ils soient libres de dire ce qu'ils ont envie de nous dire. Évidemment, on ne peut pas être ami avec tous les créateurs avec qui on travaille. J'ai des créateurs avec qui je suis très bien ami et d'autres créateurs avec qui c'est vraiment uniquement professionnel. Dans le cadre d'une amitié, c'est beaucoup plus simple de se livrer. On fait confiance à la personne à qui on parle, mais dans le cadre d'une relation professionnelle, il faut plus avoir des éléments de réponse à ce que la personne va attendre. Si je te parle de tel problème et que nous n'avons qu'une relation professionnelle ensemble, quelle solution tu vas m'apporter? Je n'attends pas une solution d'amis, j'attends une réponse rationnelle à ce problème. Donc par exemple dans le cadre d'un harcèlement en ligne, comment on va répondre, on va faire une gestion de crise, s'il y a un bad buzz ou que ça soit du doxing, voilà, c'est vraiment, on réagit déjà pas de la même manière quand c'est un ami et quand c'est uniquement professionnel. Je pense déjà ça c'est le premier. Alors, il se trouve que le bad buzz, c'est très intéressant ce que vous dites là, c'est aussi du buzz. Et le bad buzz intéresse. Ça peut intéresser un influenceur, un créateur, ça peut intéresser aussi son agent, peut-être d'autres que vous. Tous les agents n'ont pas la même éthique du respect en ligne. Ça peut intéresser peut-être aussi l'algorithme qui aime bien quand ça dépote. Comment est-ce qu'on gère la relation difficile entre créer du buzz en évitant le bad buzz? Parce que dans le buzz, il peut y avoir aussi une part de bad buzz. Je pense qu'on a déjà, dès qu'on travaille un sujet, surtout maintenant, avant je faisais beaucoup de contenus verticaux, beaucoup de créateurs, que ce soit Snapchat, TikTok, Instagram, et depuis maintenant 1 an, je me suis 100% tourné pour du YouTube, du format long, donc tout est écrit, tout est pensé, que ce soit pour les algorithmes, donc le SEO, juste avec les transcripts de YouTube, mais ça va plus loin que ça veut dire que quand on choisit des mots, les mots ont tous leur importance. Mais au niveau du bad buzz, en fait, il faut réussir à trouver avec le créateur avec lequel on travaille, c'est savoir quelle est sa ligne directrice. Est-ce que vraiment c'est du bad buzz pour faire des chiffres? Est-ce que c'est l'usine à vue? Ou alors que c'est un bad buzz qui a été initié par la communauté, quelque chose qu'on n'aurait pas pu prévenir? Et ça, c'est totalement différent. Déjà, merci pour ces premiers éléments de réponse. Tu disais un truc assez intéressant sur les stratégies, les protocoles que vous pouvez mettre en place face au type de violence en ligne dont peuvent être victimes les personnes que vous accompagnez chez Chota. Tu as parlé de doxing notamment. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les créatrices de contenu aujourd'hui? Donc, moi, je vais juste parler de doxing aujourd'hui puisque j'ai eu l'accord d'un de mes créateurs pour en parler. Je ne vais pas donner son nom parce que ça a déjà fait assez de bruit, parce que beaucoup de gens en ont parlé. Mais on a eu plein de cas de cyberharcèlement. Dans le cadre du doxing, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir parce qu'on pensait être assez anonymisé sur Internet, que ce soit les sociétés qu'il a, toutes ses activités sur Internet. Et en fait, c'est parti très vite. En moins de 24 heures, on avait plusieurs forums où il y avait son adresse. Donc après, il faut comment on défend ça? Est-ce qu'on essaie de faire tomber ça légalement? Est-ce qu'on fait tomber ça nous-mêmes? Comment on agit là-dessus? Et donc c'est là où il a fallu travailler avec le créateur main dans la main. Donc
c'est là aussi où il y a une relation amicale, c'est qu'on se faisait confiance à la base. Il m'a donné la carte blanche, il m'a juste dit trouve une solution. Mais il faut pas que les gens sachent où j'habite, surtout c'est l'adresse de mes parents, c'est vraiment pas bien quoi. Et donc on a trouvé une solution et puis après je sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant de ce qu'on a fait. Absolument. Donc au début on a essayé de faire tomber les pages de doxing des forums légalement, donc on leur a envoyé une mise en demeure. On n'a pas eu de réponse assez vite et le problème c'est que ça a commencé à s'ébruiter, à avoir beaucoup de gens qui partageaient sur le Discord son adresse. Donc ce qu'on a fait directement, c'est qu'on a maquillé l'adresse parmi des centaines d'autres adresses sur le site. Donc on a juste programmé un bot qui a sorti toutes les 5 minutes des nouvelles adresses du créateur. Donc en fait, si les gens tombent sur un des forums, cherchent l'adresse du créateur, il va falloir aller tester les 100 autres. Et donc ça, c'est la stratégie qu'on a mis en place à cet instant T. Mais je ne suis pas sûr que ça soit une solution à long terme en fait. Puisque un jour ou l'autre ça va reprendre et il va falloir contrebalancer. Sauf que le problème c'est que plus ça va reprendre, plus il va y avoir d'informations véridiques et d'autres qui n'ont pas de sens. Et c'est là où il va falloir trouver une solution. C'est pour ça qu'on continue à faire le lien légal pour faire tomber ces pages. Mais c'est très compliqué et c'est là où on est très vite limité. Donc Respect Zone est un très bon point de contact à ces sujets. Je suis ravi que ce soit vous qui le dites en premier, qui prononcez le nom de notre association qui s'appelle Respect Zone, qui est née à la Paris Game Week, d'où est enregistrée cette vidéo aujourd'hui, née en 2014, ici même, dans ce salon de la Porte de Versailles à la Paris Game Week. Nous sommes là chaque fois depuis 11 ans et c'est vraiment super que vous puissiez en parler. Ça montre aussi que notre sujet du respect en ligne, c'est pas seulement la responsabilité du créateur, c'est aussi la responsabilité des usagers et des followers et des abonnés qui ont une responsabilité. Ici, pour un cas avec un doxing, votre collègue, votre client était innocent, il a été victime, il n'a pas suscité des actions qui sont malveillantes, il les a subies. Il y a eu cette idée d'aller chercher une adresse, ce qui est très facile aujourd'hui avec l'IA en plus. Vous pouvez en gros traquer très facilement beaucoup de monde en quelques secondes. Beaucoup plus qu'avant où il fallait faire un petit peu un travail de recherche. Alors j'aime bien l'idée que vous avez développée, l'idée d'aller tromper les machines avec du adresse bombing. Alors peut-être que d'ailleurs, si vous avez envoyé 100 adresses différentes, il y a peut-être quelqu'un qui a une visite inopinée et qui était peut-être violente et qui n'était pas prévue et que vous avez peut-être été un complice indirect et involontaire. Mais bon, ce qui montre que ce n'est pas une solution parfaite non plus. J'aimerais donner un complément à ça. On n'a pas donné d'adresse de domicile fixe de maison. On a programmé la chose pour que ça soit uniquement des lots, des barres d'immeubles. Il y a une centaine d'adresses. Parfait. Voilà, il y a eu une réflexion, d'accord. Voilà, mais on a fait ça et heureusement, je pense qu'on a fait ça, puisque, comme vous le dites, ça aurait pu avoir de graves conséquences, peut-être. Des dommages collatéraux. Et c'est ça, mais parce que ça peut commencer juste avec une simple visite, que ça soit un abonné qui veut voir son créateur préféré, mais ça peut aller jusqu'à la livraison de pizza ou directement le swatting. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Livraison de pizza x 1000, par exemple. Oui, ben on avait eu le cas il y a quelques années de swatting aux États-Unis. En plus, Cyprien qui est aux États-Unis doit le savoir. Il y avait un joueur en ligne qui s'était fait battre par un streamer. Donc il a envoyé le SWAT, sauf que le streamer avait bien protégé son adresse. Et en fait, le SWAT est arrivé à une autre adresse et malheureusement, c'est quelqu'un qui a été abattu, qui n'avait rien demandé. Et c'est là où il y a eu des nouvelles lois, une grosse peine. Je pense que Cyprien en a entendu parler, mais ça a fait écho, nous de notre côté en France. On avait eu aussi Pierre, un pilier de Minecraft, c'était l'un des premiers, ça s'était pas passé en live. Mais voilà, c'est vraiment, je pense que les créateurs ne souhaitent pas prendre de risques, mais on leur en fait prendre au quotidien. Après, je pense que c'est vraiment une infime partie et qu'il faut juste se protéger de cette infime partie puisque le reste, des abonnés et des gens qui les suivent au quotidien sont vraiment de bonnes personnes. Quand on les voit à la Paris Games Week, que malheureusement les créateurs doivent se balader avec une sécurité, une garde rapprochée, ça fait plaisir dans un sens, mais ça peut être aussi très oppressant pour eux de se sentir
regarder au quotidien quand on sort avec des créateurs. Nous, dans le cadre privé, ils doivent sortir avec des capuches, des casquettes, parce qu'ils n'ont pas envie non plus que leur vie soit dévoilée au grand jour. Ils ont envie de profiter, comme monsieur et madame tout le monde. Et je pense que Cyprien aussi, aux États-Unis, des fois ça devait être compliqué. Beverly Hills, je pense qu'il devait se faire reconnaître. mais voilà, c'était la réponse sur le doxing. Personnellement, moi, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui viennent me voir. Et encore une fois, je crois que c'est peut-être une idée de mentalité américaine. Je vais pas vous mentir, parfois, en effet, je me fais reconnaître, etc. Mais toujours avec grand sourire, bras ouverts. Il n'y a jamais un moment où j'ai envie de me distancer des gens qui viennent me voir parce que, numéro un, je sais que c'est un travail mental de venir voir quelqu'un que tu regardes sur les réseaux sociaux. Ça peut te faire sentir un peu nervous, etc. Mais moi, j'ai été mis dans des situations comme ça où j'avais envie d'aller voir mes créateurs de contenu préférés et j'aimerais jamais faire ressentir de la distance ou pas avec mes abonnés. Donc, personnellement, j'ai eu de la chance de jamais avoir des gens bizarres qui sont venus me voir en personne, etc. Par contre, il y a quelques personnes qui sont venues chez moi quand je ne les attendais pas. Et ça m'a fait peur parce qu'il y avait peut-être c'était pas des fans, c'était plus des gens bizarres. J'arrive à voir un peu la différence entre des gens qui veulent de mon bien et des gens qui ont un peu des intentions bizarres. Bien sûr, je leur donne une chance équivalente à tout le monde qui vient me voir, etc. Je n'assume pas directement, mais après 2-3 minutes de conversation, j'arrive clairement à voir where the intentions are coming from. Et j'ai eu des histoires, des moments un peu bizarres. Du coup, j'ai dû me protéger. Par exemple, j'ai dû arrêter de poster des vidéos, des photos autour de l'endroit où j'habitais parce qu'il y avait des gens qui venaient me chercher. Waouh, c'est quand même. Alors, ce que j'aime bien, c'est la taille du sourire pour dire des trucs très graves. Oui. Mais en fait, c'est très grave ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il faut cacher l'endroit où on prend les pics, ça veut quand même dire que c'est pas complètement safe, c'est pas complètement sécurisé. Mais je trouve ça très bien, cette positivité. D'ailleurs, c'est ce qui incarne notre association. On cherche toujours à travailler sur des moyens positifs. On ne fait pas du sermon, on ne fait pas la morale. On essaye d'aller trouver des moyens qui réveillent l'intellect et qui donnent des nudges, des coups de pouce positifs pour arriver à changer les comportements vers des comportements plus vertueux. Et d'ailleurs, ce qui implique aussi de réfléchir, puisque là, ça fait presque une demi-heure qu'on phosphore. Et ce qui serait intéressant avec vous, avec Laura Blue, c'est qu'on parle de comment est-ce qu'on imagine un monde avec une liberté d'expression totale, où on puisse encadrer et encourager des comportements qui ne soient pas toxiques. C'est ça ce qu'on est en train de faire nous dans l'association, mais on a besoin de le confronter avec le monde réel que vous pratiquez. Vous parlez de Minecraft, vous parlez de votre propre expérience. Aujourd'hui, vous êtes à 543 000 followers. Le jour où vous serez à 2 millions, on en reparle sur votre résilience et votre patience pour identifier les weirdos en 3 minutes en swipant à gauche ou à droite. À mon avis, ça ne sera pas pareil en termes d'échelle. Juste un dernier commentaire pour ajouter à ça. Je me suis rendu compte qu'un moyen très facile justement de ne pas escalader les problèmes ou de ne pas feed into the weird behavior, c'est justement de toujours avoir un sourire, toujours être positif, ne jamais montrer que toi-même you're embarrassed ou tu as un sentiment d'inconfortabilité, etc. C'est toujours être en confiance, toujours mettre l'autre personne en confiance. Jamais montrer que tu es stressé ou que tu as envie de partir, etc. Tu dois être vraiment dans le moment, mais aussi tu dois ne pas avoir peur de mettre les points sur les i. Parce que de mettre les points sur les i, c'est très important et parfois les gens ne comprennent pas que c'est le moment de partir. C'est tout. Non mais super. Moi j'ai une petite question quand même parce qu'on n'en a pas encore parlé. Mais est-ce qu'il y a des différences quand même à prendre en compte vis-à-vis des créatrices qui sont femmes, des personnes qui s'identifient du genre féminin? Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut être en tout cas on va mettre des protocoles peut-être un peu différents? Est-ce que toi Shuta, tu as pu échanger avec des créatrices de contenu qui ont des histoires peut-être un peu différentes ou peut-être la peur peut prendre d'autres pas? On sait que enfin voilà, il y a aussi d'autres questions vis-à-vis de ça, et notamment de la place des femmes en ligne et un bon nombre de comportements pour faire comme si, pour pas qu'on les reconnaisse. Donc voilà, si vous avez un petit mot sur ça, ça pourrait être sympa.
J'ai vu que, en tout cas au niveau du jeu vidéo, que les femmes passaient maintenant dominantes sur la part de marché mondial. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui jouent aux jeux vidéo. Donc évidemment, on parle toutes plateformes confondues. Dans le cadre de mes expériences, j'ai travaillé très peu avec des femmes, puisque je ne me sens pas non plus très légitime pour diriger les réseaux d'une femme, que c'est beaucoup de choses que je ne vais pas comprendre au quotidien, que ça soit personnel, professionnel. Je pense que c'est assez compliqué pour moi de comprendre tout ça. Malgré tout, j'ai travaillé avec plusieurs femmes, des femmes qui actuellement ont plus d'1 million d'abonnés sur Twitch ou qui ont presque le million sur Instagram. Ça a été vraiment des profils très différents. Dans le cadre des réseaux sociaux, la grande différence avec les hommes, c'est le niveau de haine qui est reçu dès le début. En fait, ça va être totalement différent d'un homme, dans le sens où l'homme, on va plus l'attaquer sur ce qu'il produit, quand la femme, on va l'attaquer plus sur sa manière d'être, sa personne. Et c'est là où il y a vraiment une scission qui se fait, selon moi, entre ce que je fais avec les hommes et ce que je peux faire avec les femmes. C'est que je ne suis pas armé encore pour défendre mes dames au quotidien. Donc je laisse le travail à mes collègues, mais je suis le premier à vouloir les défendre à ce sujet. On avait vu il y a quelques années qu'il y avait une liste qui avait été sortie, donc je crois que c'était Rebeu des Terres et Amine Mathieu qui avaient sorti cette liste, où en fait tous les gens bannis des chats Twitch des femmes étaient bannis directement de chez Gotaga et des autres groupes de streamers. Ouais, les listes de ban communes, on sait que ça peut être une pratique qui se transmet notamment entre les créatrices de contenu, notamment Twitch, entre elles, parce qu'en fait il y a eu quand même pas mal de personnes qui avaient été identifiées comme cyberharcelant envers l'une, et en fait ils se reportaient sur toutes les créatrices de contenu du même type, et donc voilà. Mais par exemple nous l'année dernière à la Paris Game Week, on avait eu cette situation où il y avait quelqu'un qui avait été ban de partout, mais donc qui savait que la créatrice de contenu venait ce jour-là et qui était dans le public en train de l'attendre. Enfin voilà, c'est là, quand ça passe de l'autre côté de l'écran, et généralement pour les femmes ça passe rapidement de l'autre côté de l'écran, donc ok. Et j'aimerais finaliser la partie, en tout cas de mon côté pour les femmes, sur l'hypersexualisation. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vois au quotidien. En fait, on a l'impression que c'est... En tout cas, on dit qu'il y a beaucoup d'hommes. En fait, j'ai l'impression que c'est peu d'hommes qui rendent malades une majorité d'hommes. En fait, il y a, je vais dire, je peux utiliser des mots graves, mais il y a des malades, littéralement, pour moi, c'est des malades qui font des images avec des IA ou qui sexualisent. Quelque chose qui n'a pas à être sexualisé. On voit le cas de Magla qui subit vraiment du harcèlement à ce niveau-là. Et c'est vraiment une part infime d'hommes qui vont aller nourrir ceux qui étaient, qui penchaient déjà vers ça. Ils vont aller les nourrir, et c'est là où il y a un vrai problème. C'est vraiment cette petite infime partie en fait. Il y a des hommes malades, c'est sûr, mais on sait quand même que c'est quand même une grosse majorité d'hommes qui peuvent soutenir quand même, peut-être pas autant qui vont peut-être pas créer des vidéos IA hyper sexualisantes ou des choses comme ça, mais on sait malheureusement que, je crois qu'il y a des chiffres qui sont ressortis, que c'est plus de 83% des agressions qui sont quand même commises par des hommes, donc, et notamment en ligne. Donc c'est vrai que ça représente c'est peut-être pas tout le monde va le faire, mais en tout cas on sait que ça reste malheureusement un sujet, quoi. Sylviane, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste ajouter qu'en effet, j'ai de la chance, c'est triste à dire, mais j'ai de la chance d'être un homme sur les réseaux sociaux, parce que les femmes, en effet, comme Chotal l'a dit lui-même, c'est un monde complètement différent, et j'ai habité avec des femmes qui étaient justement dans les réseaux sociaux et qui ont eu des problèmes, etc., sur l'écran, en dehors de l'écran, et vraiment c'est très difficile parfois, c'est très difficile. Alors moi je propose qu'on vous parle pendant quelques minutes des différents outils et des idées qu'on aimerait confronter avec votre pratique à vous, que nous avons développé au sein de l'association depuis 11 ans maintenant, notamment une charte. Nous avons trois chartes associées à notre label qui est affiché là-haut, et qui est bleu et blanc, qui invite plutôt qu'il repousse. Première charte, c'est une charte qui dit en gros
lorsqu'on est présent sur un réseau social ou sur une destination numérique, comme on l'appelle, on fait attention à ce qu'on émet et on fait attention à être responsable de modérer l'espace qui est le chez-soi. Quelqu'un vient poster un commentaire, mettre une vidéo, n'importe quoi, c'est notre responsabilité, c'est ta responsabilité de dire je laisse pas, je commande pas. Donc ça c'est la charte fondamentale qui est très simple, mais qui mérite d'être rappelée parce que c'est pas tout à fait ce qu'on trouve au quotidien quand on ouvre les réseaux sociaux ou les chaînes de streaming. Deuxième charte qu'on a créée, c'est une charte pour les personnes qui souffrent de handicap, qui sont aussi stigmatisées sur les réseaux, et voir aussi comment est-ce qu'on peut aider à ce qu'elles soient mieux incluses et reconnues pour être membres de la communauté numérique. Et plus récemment, ça c'est une chose qu'on a faite notamment avec Laura Blue et avec l'équipe, on a créé une charte pour elle, parce que, comme l'a dit Laura Blue, on a vraiment compris qu'il y avait une surproblématique qui touche aux jeunes femmes, et plus elles sont connues, plus elles sont laminées, avec des menaces de viol, avec des menaces de doxing, avec des menaces d'aller s'en prendre à leurs enfants s'ils ont des enfants. Enfin, des choses qui sont tout de suite un cran plus haut sur l'horreur et qui peuvent poser des problèmes de réelle sécurité. Donc c'est une charte aussi qui permet de pouvoir dire que lorsqu'on est une femme, on ne doit pas devoir cacher son genre quand on est en ligne ou quand on veut être gameuse, par exemple. Parce que vous avez beaucoup de jeunes femmes qui vont changer leur genre pour éviter ce travers et cette surexposition. Et puis, dernier point, c'est un point qu'on a voulu mettre dans cette charte qui a été traduite dans plein de langues, dont l'anglais. C'est de travailler pour désinvisibiliser celles qui veulent prendre une parole sur les réseaux et sur le moment du gaming. Et ça fait partie des choses sur lesquelles j'aimerais avoir votre réaction, parce que lorsqu'on est agent, on contracte. On contracte avec des talents. Et les talents, en amont, ils peuvent prendre des engagements. Je parle pour les cas où leur responsabilité pourrait être engagée, pas les cas où ils pourraient être des pures victimes, je parle bien de leur responsabilité, parce qu'il y a aussi des débordements possibles chez un créateur. Et l'engagement, qui peut être incarné par un petit badge qu'on ne sort pas tout le temps, il ne faut pas qu'il soit omniprésent, le but c'est pas de mettre du bleu et du blanc sur chaque image sur un compte Instagram par exemple, mais au moins de pouvoir rappeler occasionnellement, d'ailleurs c'est ce qui arrive lorsqu'on est nous approchés de l'association par des streameuses ou par des créatrices, notamment comme Laura Lone qui est venue nous voir, qui a dit mais moi je n'en peux plus de recevoir ces horreurs, et donc elle a pris ça avec son humour très particulier, d'avoir plus de 3 millions aujourd'hui de followers, et donc elle a décidé de vendre des cactus sur son site internet et sur sa page, dont l'emballage est accroché les mots qu'elle recevait d'insultes. Elle a fait une autre activation d'une autre opération un an plus tard avec des t-shirts, pareil, un petit peu comme ce que fait en ce moment Sophia Aram, c'est-à-dire de pouvoir moquer tout ce qui se déverse sur son propre compte et pour faire connaître l'opération, tout ça au profit d'une association. Et c'est comme ça qu'elle nous a choisi pour qu'on puisse être l'association qui va être mise en avant sur cette opération. Donc nous, on aimerait avoir vos réactions sur comment est-ce qu'on affiche le respect, comment est-ce qu'on fait respect en ligne. On vous a donné quelques idées de nos propositions, mais on aimerait savoir comment est-ce que ça résonne, d'abord avec Shuta et ensuite avec It's Sick. Comme on dit, comme vous venez de le dire, on contracte quand on travaille avec les talents. Dorénavant, ça va faire, je crois, 1 an qu'on a lancé les chartes d'engagement à côté de nos contrats. Donc c'est des chartes d'engagement, que ce soit pour le respect des prestataires, l'éthique, le brand checking qu'on fait avec les marques avant chaque collaboration, mais ça va aussi au respect en ligne, que ce soit les mots utilisés, la grossièreté. C'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. On ne peut pas se permettre, nous, que ça soit publiquement et aussi pour nos collaborations, de mal parler à quelqu'un.
parce que même si c'est un DM, ce DM est amené à sortir et c'est pas bon pour notre image de marque. Et dans un second temps, c'est là où je me répète sur les mots que j'ai utilisés au début, c'est une safe zone. Donc s'il y a un problème, il faut nous en parler dès maintenant, parce qu'après, si ce problème revient, ça va être embêtant. Et au niveau du respect en ligne, en fait, c'est là où c'est différent, je pense, entre le créateur et l'agent. C'est là où je pense qu'il y a une scission qui se fait. C'est que l'agent, c'est pas son contenu. C'est pas lui qui vit ça au quotidien. C'est vraiment, on est dans l'ombre, on n'est pas la tête pensante, la figure devant les abonnés. Et donc, le créateur, quand il reçoit tout cet amas de haine, par exemple, dans le cadre d'un bad buzz, c'est lui qui le reçoit. Nous, on est assez pragmatique, on doit être diplomate dans la réponse qu'on va apporter, que ce soit un communiqué, que ce soit une gestion de crise, comment on répond à ça. Mais le créateur, c'est très différent pour lui. Et je pense que Cyprien, maintenant qu'il travaille tout seul, il doit avoir beaucoup à dire là-dessus parce que ça doit être quelque chose. Alors, je pense qu'aux États-Unis et en France, c'est un peu différent en fonction de la réaction et de se protéger et aussi en tant que créateur, répondre à ces commentaires négatifs, etc. Je pense que, en tout cas, c'est très présent aux États-Unis, mais la cancel culture. Et je pense que c'est tellement facile de nos jours de pouvoir perdre tout en 2 secondes sur les réseaux sociaux que même sans avoir une équipe derrière, même sans avoir besoin d'avoir les chartes écrites devant, les gens se font très attention. Parce que dire des commentaires haineux en ligne, surtout quand tu as une présence, c'est très très mal vu aux États-Unis, que ce soit racisme, xénophobie, homophobie, etc. Du coup, en tant que créateur, je sais que les gens font très attention, et s'ils ne le font pas très attention et s'ils se font prendre par les émotions, c'est très vite réglé et l'audience est très vite à réagir en fonction de ça. Donc je pense qu'en tant que créateur, voilà, il faut faire attention, et que moi je l'ai vu moi-même, des gens qui n'ont pas fait attention, des gens qui ont dit ça va le faire, les gens ont été très méchants envers moi, moi je peux être très méchant envers eux. Malheureusement ça marche pas comme ça, et battre le feu contre le feu c'est jamais la solution, et en tant que créateur tu es toujours le perdant, parce que c'est toi qui as une énorme plateforme, c'est toi qui as énormément d'abonnés, les gens sont autour de toi, te regardent, etc. Donc c'est très facile de justement perdre tout. Et en tant que de fan, abonné, etc., c'est pas comme ça que vous allez vous faire remarquer avec votre créateur préféré, c'est pas comme ça qu'on crée un discours. Et du coup, voilà. C'est un bon message en tout cas pour le respect en ligne, on veut dire ça comme ça. Après on sait que malheureusement tous les créateurs ou les créatrices de contenu n'ont pas cette ligne éditoriale, notamment aux États-Unis, avec aussi quand même beaucoup de contenu qu'on peut dire des groupuscules radicaux qui prennent beaucoup la parole, à qui on laisse aussi beaucoup de place sur certaines plateformes. Donc c'est vrai il y a quand même un petit clivage qui se fait quand même aux États-Unis sur ces questions-là, on peut le voir. Mais en tout cas, c'est beau de se dire que en tout cas, ça fait peur et qu'on a envie de faire très attention et que c'est des choses qui ne sont pas tolérables ici. Tu sais qu'en tant que créateur, it's like, je sais pas comment le dire en français, but it's an innate fear that on dit quelque chose qui peut être interprété mal et puis après c'est soit interprété mal et que ça part en vrille. Il y a une affaire qui a fait couler beaucoup dans beaucoup de médias pendant l'été, l'affaire Jean Pernamov, Raphaël Graven sur Kik en France, avec quelqu'un qui est mort face caméra dans le cadre d'un contrat. Il y avait un contrat, il y avait un consentement à être pseudo-torturé en ligne sur une chaîne sur Kik. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Non, en France, tout le monde en a entendu parler. Peut-être Shweta, juste quelques commentaires de comment, en tant que professionnel, vous avez vécu ce moment qui pour nous est un moment de rupture. D'ailleurs, je précise que l'association a porté plainte pour faire lumière sur ce dossier, sur la responsabilité de la plateforme. Bien, je vous remercie déjà. Pour moi, Jean-Paul Manoff, déjà, c'était un copain. Donc là, quand on en reparle, j'ai les émotions qui me viennent. Mais en dehors de ça, en fait, moi, évidemment que ça m'a choqué, comme beaucoup d'autres créateurs, comme beaucoup de spectateurs. Moi, je l'ai vu plutôt du côté business. Je connais les gens qui travaillent derrière. C'est pas des mauvaises personnes, évidemment. Cependant, je pense qu'il y a une limite qui a été franchie et en fait, en autorisant ça, on ouvre la porte à beaucoup de dérives
Et c'est là où il faut réagir, nous, en tant que professionnels du métier. On doit déjà aiguiller nos talents dans un premier temps, et puis surtout protéger les créateurs au quotidien. Et là, on l'a vu, on parle d'un contrat, donc c'était contrat Kik. On parle de sommes exorbitantes. Et en fait, pour de l'argent, on est arrivé au décès de quelqu'un. Alors, il y a l'autopsie, il y a plein d'autres éléments, je ne vais pas en parler plus. Mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi n'a pas sa place sur Internet, et en tout cas pas sur l'Internet que tout le monde regarde. Après, il se passe des dérives sur le reste de l'Internet, je n'en sais rien, je ne regarde. Et puis il y a aussi quel est le cadre, qu'est-ce que le cadre permet. Il y a une plateforme, vous avez une monétisation de comportements qui peuvent être violents ou déviants ou sexualisants, et vous l'avez très bien dit. Je pense qu'on pourrait voir s'il y a des questions. Déjà, merci à nos invités pour le dire quand même. Et merci à Philippe d'être là. Du coup, est-ce que dans le public, il y aurait des questions pour les personnes qui sont là, ou ça va pour le moment? Vous pouvez toujours compter sur moi. J'ai une question pour toi, du coup, Sip, si tu me permets. Déjà, merci pour votre conférence, c'était très intéressant. En tant que sociologue, forcément, ça m'intéresse énormément, et c'est des questions qui sont aussi importantes. Parce que, étant une femme, forcément aussi, qui a décidé justement de ne pas exister sur les réseaux sociaux pour des raisons que vous avez abordées et dont on a tous conscience. On en parlera plus tard. Est-ce que tu considères que tu as une communauté bienveillante, et comment tu gères les écarts? Comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu à être confronté à un après en face-to-face, c'est-à-dire quelqu'un que tu aurais peut-être banni sur Internet, qui soit revenu ou autre? Comment est-ce que tu as pu gérer ça? Et si jamais, Shweta, tu veux ajouter toi, comment tu peux gérer ça sur d'autres cas, ça peut être intéressant. Alors j'ai de la chance de dire que j'ai une communauté assez bienveillante, et parfois même je me retrouve dans les commentaires et il y a des gens qui disent des choses méchantes, etc. Mais il y a toujours des gens qui viennent me défendre. Ça me rend extrêmement plaisir, et j'ai de la chance d'avoir une communauté comme ça. Je sais que c'est pas donné à tout le monde. Et en effet, plusieurs fois, il y a eu des gens qui sont venus me voir en personne pour me dire pourquoi tu m'as banni, pourquoi tu m'as unfollow, pourquoi tu m'as bloqué. Et ça arrive. C'est encore une question de mentalité, je leur réponds avec un grand sourire et que de l'honnêteté, parce que je suis pas là pour leur mentir, et je suis là pour leur dire comment je me sens moi, et ils peuvent pas me dire comment je me sens moi, et du coup je leur réponds exactement la raison. Je suis pas là pour leur mentir, je suis pas là pour leur dire dire des choses vagues, etc. Je leur dis comment je me suis senti, pourquoi ça s'est passé exactement le moment où j'ai appuyé le bouton bloc, et que ce soit moi, que ce soit d'autres créateurs, que ce soit n'importe qui en ligne, je pense que c'est très important to hold accountability. Il ne faut jamais éviter des sujets difficiles. Personnellement, je pense que justement les gens ont du mal à faire ça, que ce soit en ligne ou en personne. Mais les sujets difficiles, c'est justement ce qui amène à plus de compréhension du côté soit d'un fan, soit d'un créateur, soit d'un sponsor, etc. Et c'est exactement ce qu'on a voulu faire avec Respect Zone. C'est-à-dire qu'on a voulu utiliser le mot respect comme un bouclier et comme une arme de défense, en se disant sur une situation difficile avec une mauvaise escalade, c'est interroger le respect de l'autre, le respect de celui qui est en train d'être on fire, qui est en train de vomir sur l'autre, et dire mais est-ce que c'est ça le respect? Moi qui me suis engagé pour le respect, pour ça qu'à l'issue de cet entretien, on va vous proposer d'aller regarder notre charte, et ce que vous nous disiez, ce que vous en pensez, pour que vous nous rejoigniez éventuellement, parce qu'on pense qu'il y a des créateurs qui sont solaires comme vous, et qui peuvent permettre de pouvoir champignonner, comme on dit en anglais, mushroom respect. Et c'est exactement ce qu'on attend d'une collaboration avec des professionnels comme Shweta et comme Cyprien. En tout cas, merci. On sait que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir répondre avec honnêteté et le sourire, et quand il faut confronter ces haters. Donc aussi une grosse pensée pour aussi tous ces créateurs et créatrices de contenu qui ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des atteintes plus graves. Mais en tout cas, on est très heureux de savoir que, en tout cas pour toi, ça se passe comme ça et que ça se passe bien pour l'instant, parce que c'est quand même ça qui fait plaisir. Et aussi, on imagine qu'on a en tout cas quand on peut aussi avoir la communauté qu'on mérite. Donc
force à elle aussi, qui te défend et qui est là pour toi, parce que c'est sans elle. Je suis très conscient de ma chance. Je sais que c'est pas toujours le cas pour les gens et justement, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent aussi dire les choses droitement envers des gens qui parfois veulent du mal. Donc je sais que c'est une énorme chance. Bah, c'est cool d'en avoir conscience en tout cas. Et merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on close ce moment d'échange? Non, pas du tout. Philippe, un dernier mot pour la fin? Non, un grand merci. J'aimerais entendre aussi la voix de Shota pour conclure. Et puis essayer de voir si tous les partenaires dans l'écosystème de Shota et Cyprien pourront un jour peut-être faire partie de la Ligue de Respect Zone. Déjà, je vous remercie. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble chez Paris Games Week et ça fait toujours C'est vrai, plaisir. tous les ans. C'est ça, Merci. c'est ça. D'anciens créateurs ont signé la charte, on ne travaille plus avec eux dorénavant. Mais c'est aussi la première intervention que je fais en parlant du métier d'agent. On m'a souvent vu dans les vidéos des créateurs, mais jamais dans le cadre d'agent. En tout cas, c'est toujours pour des pièges, des blagues ou pour la suite de la vidéo. Donc déjà merci de me donner la parole. Moi je voulais juste que Cyprien donne son feedback sur ce qui s'est passé dans sa vie. Et puis j'aimerais surtout dire que j'aimerais vous parler de beaucoup de choses qui sont arrivées, mais je ne peux pas. C'est qu'il y a des procédures qui sont en cours, on a des plaintes, des mains courantes, des dossiers qui sont au tribunal. On a des créateurs, comme ça avait été expliqué l'année dernière, qui ont dû changer plusieurs fois de domicile en l'espace de quelques mois. C'est vraiment des sujets graves. Malheureusement, je ne peux pas me prononcer pour eux. Et en tout cas, l'association est à leur disposition. C'est notre job. Notre job, c'est de travailler, faire de l'aide aux victimes. Et lorsqu'on est connu, on peut être une victime aussi. On peut être en souffrance. Il y a même des créateurs qui se mettent en absence des réseaux et qui se mettent en pause pendant des mois et des mois, parfois qui ne reviennent jamais à cause de ça. Et nous, on est là pour apaiser les choses. Et on est à votre disposition. On espère que ça va durer. Et c'est super qu'il y ait des exemples réussis parce que les réseaux Internet, c'est vraiment super, pour autant que le respect y soit présent. C'est ça. Merci en tout cas. Merci à vous. Et, Merci beaucoup. Je me permets? Ah oui, tu peux.